Des pierres précieuses à la surface de Mars. C'est la découverte surprenante que vient de faire le rover Perseverance de la NASA. Peut-être des rubis ou une autre variante de corindon. Les instruments d'analyse chimique du rover n'ont pas vraiment été calibrés pour ce genre d'observation. Et le doute sur la nature exacte des pierres persiste donc. Cette découverte ouvre par ailleurs une question fascinante sur l'origine de ces pierres. La planète rouge est beaucoup plus petite que la Terre et surtout elle ne montre aucun signe de tectonique des plaques. C'est donc que les mécanismes qui permettent la production de pierres précieuses sur notre planète ne peuvent être appliqués sur Mars. Ces drôles de pierres doivent probablement leur existence à une naissance beaucoup plus violente. On décrypte cette actualité et beaucoup d'autres aujourd'hui dans DNDE. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Les pierres précieuses comme les rubis et les saphirs sont en réalité différentes variétés d'un même minéral, le corindon, un oxyde d'aluminium extrêmement dur. Leur formation nécessite des conditions très spécifiques. Une forte concentration en aluminium, mais surtout des températures et des pressions élevées typiques de certaines zones profondes de la croûte terrestre. C'est cette combinaison rare qui permet aux cristaux de corindon de se former lentement, parfois sur des millions d'années, jusqu'à atteindre des tailles et une pureté suffisantes pour donner des pierres précieuses. Sur notre planète, ces conditions peuvent se trouver dans deux scénarios. Celui du métamorphisme, la transformation des roches sous l'effet de la pression et de la chaleur, souvent en lien avec la tectonique des plaques, et dans certains magmas qui sont particulièrement riches en aluminium et pauvres en silice. Sur Mars, réunir ces conditions est cependant beaucoup plus compliqué. Contrairement à la Terre, la planète rouge ne possède pas de tectonique des plaques active. Pas de subduction, pas de collision continentale. Il y a donc beaucoup moins d'opportunités pour des roches d'aller s'enfouir profondément pour être transformées sous haute pression et haute température. L'intérieur de la planète rouge s'est aussi refroidi plus rapidement, limitant la durée et l'intensité des processus métamorphiques. Mars a connu un volcanisme important dans son passé, Olympus Mons en est le témoin titanesque, mais ces environnements produisent plus rarement les conditions très spécifiques nécessaires à la formation du corindon. Les scénarios qu'on connaît sur Terre pour transformer du corindon et donc des pierres précieuses, notamment des rubis et des saphirs, ne semblent donc ici pas fonctionner. C'est donc ce qui rend la découverte de Persévérance d'autant plus passionnante. Elle a été faite dans le cratère Jezero, un ancien lac martien aujourd'hui asséché. Cette région intéresse particulièrement les scientifiques car elle a conservé des traces d'une eau liquide à la surface qui coulait dans un passé lointain. C'est en analysant certaines roches sur la bordure du cratère d'impact que le rover a identifié des pierres dites flottantes qui ne semblent pas avoir été formées sur le lieu de leur découverte. Pour comprendre leur nature, les chercheurs se sont appuyés sur les instruments embarqués du rover, notamment le laser de Supercam, capable d'analyser la composition chimique et la structure des roches à très petite échelle. Les données révèlent des signatures compatibles avec du corindon, avec en prime des inclusions de chrome. C'est le combo exact qui permet sur Terre de former des rubis. Ces pierres ne sont jamais que des corindons qui prennent une couleur rouge via la présence d'atomes de chrome. Les chercheurs ne peuvent cependant pas confirmer directement qu'il s'agit bel et bien de rubis. Les cristaux sont trop petits et les caméras de Persévérance pas conçues pour mener une véritable expertise en joaillerie. Mais bon, sur le plan scientifique, c'est la présence de corindon qui est intéressante, qu'il s'agisse de rubis, de saphir ou d'une version moins noble de la famille. Face à cette signature chimique inattendue, plusieurs scénarios de formation peuvent être envisagés. Le premier fait intervenir le volcanisme ancien de Mars. Certaines conditions très particulières pourraient permettre la cristallisation du corindon dans du magma qui se refroidit. C'est assez improbable, mais pas impossible. Si ces roches analysées par Persévérance sont liées à ce type de processus, cela suggérerait l'existence de réservoirs magmatiques plus complexes qu'on ne le pensait jusqu'ici. Une hypothèse qui pourrait ainsi modifier notre compréhension de l'intérieur martien. Un second scénario plus brutal implique les impacts météoritiques. Lorsqu'un astéroïde percute la surface de Mars, il génère localement des pressions et des températures extrêmes.
capable de transformer profondément les roches en un temps très court. Ces conditions pourraient théoriquement recréer les environnements nécessaires à la formation de minéraux comme le corindon, même en l'absence de tectonique des plaques. Le cratère Jezero lui-même est issu d'un impact ancien, ce qui renforce la crédibilité de ce mécanisme. Dans ce cas, ces cristaux seraient les témoins fossiles d'un événement cataclysmique. Le fait que les cristaux aient été découverts sur la bordure du cratère laisse entendre que ce scénario est le plus probable. On trouve d'ailleurs sur Terre de minuscules rubis et saphirs qui ont été formés de cette façon. Ils ne sont pas intéressants pour la joaillerie car microscopiques, mais ils témoignent des pressions et températures extrêmes qui peuvent être atteints lors de certains impacts. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve des pierres de cet acabit sur la planète rouge. Perseverance avait déjà identifié des quartz de grande taille et Curiosity avait trouvé des opales. Bon, il n'y a pas encore de quoi lancer une ruée vers les pierres précieuses de Mars, et le jeu n'en vaudrait de toute manière pas la chandelle. Ces découvertes sont surtout des indices passionnants de la riche histoire d'une planète qui nous apparaît aujourd'hui comme géologiquement morte. Allez, pour la suite de cet épisode, on va parler spatial. De ce côté, l'actu a été monopolisée par Artemis 2 ces 2 dernières semaines. La mission est maintenant terminée et je pense qu'on se sent tous encore un peu en l'air, la tête dans les étoiles, comme si Orion avait amené un petit bout de nous tous autour de la Lune. Artemis 2 semble s'être parfaitement déroulé, et on aura probablement dans les jours et les semaines qui viennent des rapports plus détaillés de la NASA sur ce qui a bien ou moins bien marché. On sait par exemple que le bouclier thermique d'Orion était un point d'inquiétude, vu qu'il avait connu des dégradations plus importantes que prévues lors de la mission Artemis 1. Et voilà que certains observateurs ont pointé cette image sur Artemis 2 où on voit une grosse tache blanche sur un des côtés du bouclier. Mais selon Jared Isaacman, les premières données faites par les plongeurs, le bouclier ne connaît pas d'anomalie. Et cette tache blanche serait en fait une trace et non un morceau détaché du bouclier. De toute manière, ça n'a plus grande importance. Artemis 3 se fera en orbite terrestre, donc avec une vitesse de rentrée atmosphérique bien plus faible. La mission exploitera par ailleurs un nouveau design de bouclier thermique. Celui qui a volé sur Artemis 1 et 2, peu importe ses défauts, a rempli sa mission et celle-ci est dorénavant terminée. Il va falloir patienter un peu pour une nouvelle mission de cet acabit, mais en attendant, il se passe plein de choses dans les programmes spatiaux du monde entier. La Lune va ainsi continuer d'être au centre des attentions spatiales, mais avec des missions robotisées. La Chine a envoyé la semaine dernière la sonde Chang'e 7 sur l'île de Hainan, d'où elle doit décoller au cours de l'été. C'est probablement la deuxième mission lunaire la plus importante de 2026. Chang'e 7 va se poser près du pôle sud de notre satellite. La mission comprend un orbiteur, un atterrisseur, un rover et un robot sauteur. Une véritable armada. Le robot sauteur représente une première dans le genre. Il devrait permettre d'explorer le fond de certains cratères pour voir quelle forme la glace d'eau y prend. La technique est d'ailleurs validée par la NASA qui a décidé de se doter de ses propres robots sauteurs pour la mission Moonfall, qui déploiera 4 petites sondes fonctionnant sur le même principe. Il y a 2 autres missions lunaires qu'on va surveiller cette année, américaines cette fois-ci. Elles vont tenter des alunissages d'atterrisseurs particulièrement lourds. Il y aura le Blue Moon de Blue Origin dans les mois qui viennent, et l'atterrisseur Griffin d'Astrobotic en fin d'année. Ce dernier transportera un rover particulièrement intéressant. On vous en parlera en détail dans la vidéo de jeudi. Toujours en Chine, la valse des lanceurs s'accélère. On vous en a régulièrement parlé. Le pays est en train de développer de très nombreuses fusées similaires à la Falcon 9 de SpaceX. Ces développements arrivent à temps et on commence donc à avoir les premiers lancements. Le 3 avril, c'est la Tiangong 3 de Space Pioneer qui s'est frottée à cet exercice. Il s'agit d'une fusée de 72 mètres de haut qui doit pouvoir placer jusqu'à 22 tonnes en orbite basse. Elle fonctionne au kérosène et son premier étage doit pouvoir être réutilisé jusqu'à 10 fois. Une fiche technique qui rappelle très fortement celle de la Falcon 9. Ce premier lancement s'est cependant soldé par un échec. Sur des vidéos amateurs, on peut voir ce qui ressemble à une explosion dans la baie moteur, environ 33 secondes après le décollage. L'entreprise a confirmé un échec de la mise en orbite. Rater le premier lancement d'une fusée, c'est presque un rite de passage pour les entreprises du New Space.
Space Pioneer a levé l'équivalent de 350 millions de dollars en octobre dernier et a donc probablement les fonds nécessaires pour mener de nouvelles tentatives. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le programme Tiangong 3 souffre d'un échec spectaculaire. Souvenez-vous, il y a 2 ans, c'est cette même entreprise qui avait transformé un essai statique sur banc en lancement involontaire. Le 30 mars, K-Space a eu plus de chance avec le premier lancement réussi de la Kinetica 2 d'une capacité pouvant aller jusqu'à 12 tonnes en orbite basse. Et dans les jours qui viennent, on devrait voir le premier tir de la Longue Marche 10B, une version commerciale de la fusée que va utiliser la Chine pour emmener des équipages sur la Lune. Autant vous dire que ces jours-ci, la Chine nous sort une nouvelle fusée presque toutes les semaines. Le rythme est impressionnant et je trouve que le sujet est au final très peu discuté en Occident, même parmi les passionnés de spatial. Déployer une telle capacité de lancement, littéralement des dizaines de fusées différentes, en un temps si court, c'est du jamais vu dans l'histoire spatiale. Avec les nouvelles coupes budgétaires qui se dessinent aux États-Unis, on peut facilement penser que la Chine s'imposera comme le premier acteur spatial de la planète d'ici quelques années. En Europe, on va moins vite, mais cela ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés. À l'ombre d'Artemis II, les Allemands d'Isar Aerospace nous préparent la deuxième tentative de lancement de la fusée Spectrum. Cette dernière prend un peu de retard, on a eu le droit à plusieurs passages sur le pad de lancement, suivis par des reports lorsque des problèmes divers ont été décelés. On a même eu une fenêtre optimale qui a été annulée au dernier moment à cause d'un bateau dans la zone d'exclusion. Qu'à cela ne tienne, mieux vaut prendre son temps si cela augmente les chances de succès. Cette année, on devrait voir 2 ou 3 entreprises européennes du New Space qui tenteront d'atteindre l'orbite, ISAR et RFA en Allemagne et PLD en Espagne. Pour voir des acteurs français se livrer au même exercice, il faudra plutôt attendre 2027. Cela dit, du côté de chez Ariane Group, tout va bien. Ariane 6 est en train de monter en cadence, peut-être même plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre. Le premier tir de la version 64 à 4 boosters a eu lieu mi-février, et le suivant se profile déjà pour la fin du mois. C'est encore une fois la constellation Amazon Leo qui en profitera avec 32 satellites à bord. Ariane 6 pourra faire jusqu'à 5 autres décollages sur 2026 en version à 2 ou 4 boosters. Ce n'est certes pas le rythme d'une Falcon 9 et ça ne le sera jamais, mais cela fait de la fusée européenne l'une des plus actives au monde. On pouvait être sceptique sur le programme, et on l'a parfois été sur la chaîne, mais il faut bien tirer notre chapeau aux équipes d'Ariane Group et d'Ariane Espace, leur nouveau bébé semble promis à un bel avenir. La fiabilité est pour le moment au rendez-vous, le carnet de commandes est plein et le rythme de production semble suivre. Avec un peu de chance, on pourra peut-être même battre le record de lancement historique de la famille Ariane, 12 tirs sur un an. Probablement pas cette année, mais peut-être avant 2030. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.